Bonjour à tous et à toutes pour la description du déroulement du trajet entre le Midwest américain et le Québec. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé tout le long du trajet avec le transport du 9RX 830-001. Tout d'abord, ce tracteur-là pèse un peu plus de 84 000 livres, donc il nécessite un transport spécialisé. Parmi toutes les façons qu'il y a de le transporter, il y a les deux façons les plus populaires, c'est d'utiliser un jig dolly pour ajouter deux essieux en arrière du tracteur de vanne pour y accrocher le fardier. Dans le cas de ce transport-là, au lieu du jig dolly, c'est que le tracteur de vanne était équipé d'un troisième essieu en avant des essieux différentiels. Fait que c'est un troisième essieu pusher qu'on appelle. Fait que ce que ça permet, ce troisième essieu-là, avec la petite extension qui est sur le gooseneck du trailer, ça permet de ravancer la fifth wheel un peu sur le frame du tracteur pour répartir le poids justement sur le troisième essieu pusher, qui était suffisant pour transporter le tracteur à 84 000 livres sur les routes. Quand on transporte un tracteur avec un poids hors norme sur les routes américaines, on n'a pas le choix de demander une route au département des transports américains, le DOT comme on l'appelle. Et c'est le DOT qui va décider de la route à partir de la cour d'expédition de l'usine jusqu'à la douane canadienne. Dans ce cas-là, c'était la douane dans l'État de New York, à Champlain, New York, ou à Lacolle au Québec. Fait qu'on voit la carte, on voit que le DOT prend pas le chemin le plus court pour la route. À cause des restrictions des différents chantiers en place sur les routes américaines, à cause des viaducs qui sont peut-être pas conformes pour le poids de ce voyage-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise quand même beaucoup de routes nationales au lieu des interstates. Ça donne quand même beaucoup de détours, comme par exemple dans le coin entre Davenport et Chicago. On est allé virer vraiment beaucoup au sud et dans les États aussi de l'Indiana et de l'Ohio, on a utilisé beaucoup de routes nationales au lieu des interstates, ce qui a rallongé un petit peu le voyage, mais qui est normal dans ces conditions-là. Comme j'ai mentionné dans la dernière publication, un des buts de ce transport-là, c'était de ne pas rencontrer trop de conditions météo mauvaises avec du calcium pour ne pas salir le tracteur avec du calcium. C'est sûr, question route, Mick et Sam n'avaient pas vraiment le choix de suivre la route du DOT, mais où c'est qu'il y avait un certain contrôle, par contre, c'était sur le timing. Au pire, essayer de partir plus tôt ou plus tard pour essayer d'éviter les tempêtes. Dans le Midwest, c'est populaire d'avoir des chasseurs de tempêtes qui courent après les tempêtes. Mais dans le cas de ce voyage-là, Mick et Sam, eux, étaient plus du monde qui fuyait les tempêtes, qui tentait de s'en éloigner le plus possible en changer un petit peu l'horaire des déplacements. Tout le long du parcours, nos voyageurs ont passé 2 nuits dans les truck stops américains, une fois en Illinois, pas trop tard après avoir quitté la cour d'expédition, puis l'autre fois en Ohio. C'est typique dans le Midwest, quand on arrête dans les truck stops, de rencontrer beaucoup d'autres transporteurs qui transportent des équipements John Deere. Ou bien rencontrer des transporteurs qui transportent des machines qu'on reconnaît qui sont fièrement fabriquées au Québec également. Le troisième soir du voyage, nos voyageurs ont pu traverser les douanes canadiennes. Donc la troisième nuit s'est passée au nord de la frontière, dans le coin de Lacolle. Le lendemain matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a converti la signalisation pour enlever les bannières de largeur excessive américaine pour remettre les placards légaux au Québec. Et on a entendu le nouveau véhicule d'escorte certifié qui a accompagné le voyage pour tout le trajet du Québec. Je vais vous revenir dans une autre publication pour vous décrire le dernier segment de voyage qui s'est passé de notre côté de la frontière.